Bonjour tout le monde, bienvenue à notre conférence de ce matin pour débuter le salon. Donc bureau d'études en vie seule, on va vous parler de friches, de réhabilitation de friches, d'outils et approches innovantes et transdisciplinaires pour réhabiliter et changer notre regard sur les friches. Juste en quelques mots, moi je vais vous présenter en vie seule, ensuite Stéphane Vircondelet vous présentera un peu plus en détail la réglementation, qu'est-ce qu'une friche, et quelques outils innovants. Et moi, je finirai par vous présenter un cas pratique d'utilisation de technologies qu'Envisol a développé pour caractériser un site et notamment un panache de pollution en HAP, donc hydrocarbures polycycliques. Donc en quelques mots, en fait, Envisol, notre credo, en fait, c'est d'acquérir de la donnée et de traiter la donnée. Donc pour ça, on a développé en interne des outils à la fois de mesure sur site, qu'on vous présentera, et également de spatialisation des données, que ce soit les données sanitaires, avec un logiciel qui s'appelle Envirisque, où on arrive à spatialiser les enjeux sanitaires au regard des différentes voies d'exposition, et via également différents outils. C'est pour ça qu'on a organisé en différents pôles, avec la transdisciplinarité. Donc on peut utiliser aussi des outils de géophysique, des outils en lien avec l'écosystème et puis bien sûr le forage. On est une cinquantaine de personnes réparties sur différentes agences. Le siège social est à la Tour du Pin. Et notamment, c'est à la Tour du Pin qu'on a notre pôle innovation qui développe tous nos outils de mesure sur site et de traitement de la donnée. Et on a également 2 filiales en Espagne et au Canada. Merci Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour parler ensemble pendant ce petit créneau de problématiques associées à la gestion des sites et sols pollués. Alors, vous allez voir tout de suite, je vais très rapidement dépasser ce sujet de sites et sols pollués, justement parce qu'il s'agit d'une des problématiques de cette gestion en France, c'est qu'elle est trop cloisonnée. Donc aujourd'hui, Alexia vous a présenté notre bureau d'études. On a un bureau d'études dit spécialisé dans les sites et sols pollués, mais on va voir très très vite qu'il va falloir qu'on dépasse ce seul créneau pour pouvoir répondre aux besoins qui est le nôtre et qui est certainement aussi le vôtre, c'est-à-dire de gérer la situation d'une friche et surtout réaliser, in fine, du recyclage urbain. Alors, vu qu'on va parler d'un élément, d'un matériau, d'un écosystème, je vais essayer de le définir. Alors, très rapidement, hein, je ne vais pas vous faire un cours sur la gestion des sols ici. Par contre, il y a besoin de connaître et d'identifier un certain nombre de concepts associés au sol. Alors, on parle souvent d'air, d'eau, en termes de problématiques environnementales. Je dirais que le sol, c'est un peu le parent pauvre de la gestion environnementale des milieux. Tout simplement, premièrement, parce que je l'introduis déjà, c'est qu'on n'a pas de réglementation spécifique au sol. Et ça, c'est une vraie problématique, alors que ça fait quand même maintenant un certain temps qu'on a une directive eau, on a une directive air. On commence à avoir les prémices d'une directive sol. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pourquoi ? Mais en tout cas, je pense que sur ce point-là, en tout cas, nos élus, la réglementation s'est un peu trompée, dans le sens où finalement le sol, c'est peut-être un des milieux dont il est absolument nécessaire d'assurer une préservation et une limitation en termes de pollution. Pourquoi ? Vous l'avez dans le titre de ce premier chapitre, c'est que c'est un milieu qui est finalement très difficilement renouvelable. J'ai hésité à mettre non renouvelable, mais bon, on peut considérer qu'il est quasiment non renouvelable. Pourquoi ? Parce que pour créer un sol, naturellement, bien sûr, j'entends, il faut du temps. La pédogénèse, c'est-à-dire la formation du sol, ça prend plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on dégrade un sol, voire pire si on le retire, avant de retrouver ce même sol au même endroit, il va falloir attendre plusieurs dizaines de milliers d'années. Si on attend bien sûr que la nature fasse son travail. Donc ça pose de vraies questions de renouvellement. Moi je prends un exemple, par exemple, si vous prenez la situation de l'air, pendant la période du Covid, tout simplement, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les activités humaines étaient freinées, la qualité de l'air s'améliorait assez rapidement. Vous retirez une activité, par exemple industrielle, au droit d'un sol, vous attendez de voir combien de temps il va se mettre pour être, entre guillemets, dépollué.
il va falloir attendre plusieurs milliers d'années. Donc on n'est pas du tout sur cette même échelle de temps. Et pour autant, donc, quand je parle de temps, je parle aussi de quantité. C'est-à-dire que pour créer un sol, c'est quelques dizaines de millimètres, de dixièmes de millimètres par an. Donc c'est vraiment ridicule. Donc si on met ça en relation avec l'impact de l'homme, et qu'on parle cette fois-ci d'érosion, je ne parle pas forcément de pollution ici, si je parle simplement d'érosion, il faut savoir que depuis plus de 4000 ans maintenant, on parle du néolithique, grosso modo, on sait que l'homme va exploiter le sol, et en exploitant le sol du fait de certaines pratiques, va le dégrader. Et en dégradant ce sol, il aura un impact qui s'accélère au fil du temps, puisque petit à petit, on a eu d'abord le pastoralisme, puis après donc l'activité industrielle, etc. On se rend compte on estime en tout cas qu'environ 5 tonnes de sol par an et par habitant dans le monde sont dégradées, ce qui est relativement énorme. On peut parler même d'1 tonne par an et par hectare, ce qui représente environ, une estimation, d'1 millimètre de sol érodé par an. Tout à l'heure, je vous parlais, pour la formation des sols, de dixièmes de millimètre par an. Vous voyez la différence? On est en train d'épuiser une ressource qui mettra plusieurs dizaines de milliers d'années à se renouveler. Et ça, parce que ça, l'Union européenne sait très bien le faire, on l'a quantifié au niveau pécuniaire. Et on estime aujourd'hui, dans les travaux qui ont été menés pour la mise en place de ce projet de directive de sol, à un coût estimé autour de 50 milliards d'euros par an. Donc même si on n'a pas de velléité sur l'aspect écosystémique du sol, il y a quand même un aspect économique, c'est-à-dire que derrière, pour la dégradation des sols, coûte environ, au sein de l'Union européenne, 50 milliards d'euros par an. Donc il était absolument nécessaire d'éroder l'érosion, on va dire. Sinon, le sol, c'est quoi? Maintenant que je vous ai dit que ça se dégrade, que ça met du temps à se mettre en place, aujourd'hui, on va plutôt axer l'action, notamment réglementaire, autour d'un concept qui est la santé du sol. La santé du sol, ça correspond en fait aux capacités de sol à fonctionner en tant qu'écosystème. Et on va voir qu'en tant qu'écosystème, il y aura pas mal de services écosystémiques si on se place simplement du côté de l'homme, c'est-à-dire si on anthropise énormément les choses, on va se retrouver avec une situation à se dire finalement le sol, c'est un matériau qui me rend des services et qui est absolument nécessaire à ma vie. C'est-à-dire que sans sol, je dégrade moi-même ma capacité à vivre. À tel point que certains historiens estiment aussi que la dégradation des sols et le cycle de dégradation des sols qui est autour de 2000 ans à 3000 ans est à l'origine de la perte de certaines civilisations, notamment la civilisation romaine. Donc à partir du moment où on dégrade un milieu, on dégrade sa capacité à se développer, à pérenniser son activité, etc. Et on se retrouve dans des cycles, je dirais, non vertueux, dans le sens où on a une dégradation de la qualité de vie et de la capacité de la civilisation à se développer. Donc là, les fonctions du sol, elles sont multiples. Vous avez une petite représentation qui est issue de la FAO. Elle est pas, je ne sais pas moi qui l'ai établie, mais on y voit tout un tas de services rendus à l'homme. Et quand je parle de services écosystémiques, je me réfère à différents types de services, et notamment quatre grands types: approvisionnement, régulation, services culturels et services de support. Alors, services du support pour un sol, on comprend très vite, toutes nos infrastructures, etc. Le sol, d'un point de vue structurel, nous sert à construire, aménager, etc. C'est malheureusement souvent le service premier retenu dans le cadre de la gestion du sol. Pour autant, c'est loin d'être son seul service et son seul service écosystémique. Il nous sert aussi de support pour nos cultures, donc tout simplement pour nous alimenter. Il nous sert également pour gérer et réguler, d'un point de vue hydrique, finalement, toutes les précipitations, les ressources en eau, etc. Il régule aussi le climat. Pourquoi il régule le climat? Tout simplement parce que c'est aussi un puits de carbone très important. Alors souvent on dit qu'il faut planter des arbres, etc. C'est très bien. En premier lieu, avant de commencer à envisager de planter des arbres, il faudrait commencer à préserver les sols. Aujourd'hui, on sait que, grosso modo, le réchauffement climatique a pour origine, au moins pour un tiers, la dégradation des sols. Si je prends le cas de l'Allemagne, l'exploitation notamment des tourbières dans le nord de l'Allemagne est responsable de 25% de l'effet de l'impact sur le changement climatique de l'Allemagne sur ce dossier-là. Donc, au-delà de ça, on a aussi, bien sûr,
une biodiversité gigantesque au sein du sol. Une biodiversité gigantesque. Non seulement une biodiversité visible, on va parler des vers de terre, etc., mais aussi invisible, les bactéries, les virus, etc., dans lesquels on a finalement un pôle génétique à préserver et dont on ne connaît quasiment rien. J'entendais récemment quelqu'un qui réagissait justement à cette connaissance du sol et qui finalement disait on connaît mieux l'univers dans son étude que le sol, tout simplement parce que le sol est totalement inconnu. Donc il y a une vraie ressource, et je l'ai mis ici aussi, enfin c'est mis ne serait-ce que aussi en solution pharmaceutique, tout simplement. Voilà, donc on a vraiment, alors je ne parle pas du patrimoine culturel, parce que le sol aussi riche en patrimoine culturel, tout simplement, au travers des recherches archéologiques, etc. Donc le sol, dans tout ça, nécessite une réelle préservation. Et là, ce qui nous occupe aujourd'hui, si on veut préserver les sols, il faut déjà utiliser ce qu'on a déjà dégradé. Et qu'est-ce qu'on a déjà dégradé, notamment en Europe? Ce sont les friches. Et là, on va parler d'un sujet qui est l'artificialisation des sols. En France, vous le savez très certainement, et c'est un vrai sujet d'actualité, on artificialise énormément. On artificialise l'équivalent de la surface d'un département tous les 6-7 ans. Pour vous donner une autre échelle de grandeur de l'artificialisation, on artificialise 5 terrains de foot par heure en France. Donc ça parle. C'est assez incroyable. Et quand je le mets en parallèle de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur la durée qu'il faut pour recréer un sol, naturellement, ça pose de réelles questions. Vous avez quelques chiffres ici. On artificialise entre 20 000 et 30 000 hectares par an. C'était quelque chose qui était plutôt à la baisse et qui est en train de remonter. Et depuis 2009, on a artificialisé donc plus de 300 000 hectares en France. Pourquoi on artificialise? Eh bien, essentiellement pour de l'habitation. Et pour notre modèle d'habitation, rêvé de tous, le système pavillonnaire, etc., mais pas que. Mais en tout cas, l'artificialisation des sols, aujourd'hui en France, c'est essentiellement de l'habitat. Et toutes les infrastructures qui vont avec, c'est-à-dire notamment les transports, les routes, etc. Et après, on retrouve bien sûr les commerces, les services, etc. Où est-ce qu'on artificialise en France? On artificialise là où il y a un développement économique et humain, et notamment sur toutes les façades maritimes. Alors on le retrouve façade ouest avec Atlantique, la Bretagne, Pays de la Loire, l'Aquitaine, etc. Et bien sûr tout le pourtour méditerranéen. Donc là, c'est essentiellement ces zones qui sont concernées par cette artificialisation. Mais aussi, si on rentre un peu plus dans le détail, ce sont surtout les zones rurales. C'est-à-dire que les métropoles aujourd'hui savent gérer l'artificialisation, en tout cas limitent l'artificialisation, notamment ramenée à l'habitant, bien entendu. Par contre, on a une artificialisation accrue au niveau des zones rurales, et pourtant, pas forcément en lien avec le besoin structurel d'accueillir de nouveaux habitants. C'est-à-dire que toutes ces figures sont issues d'un rapport du CEREMA, qui a fait la démonstration dans ces chiffres que finalement, il y a beaucoup de zones qui sont en perte d'habitants et pour autant qui continuent d'artificialiser son foncier. Donc ça pose de réelles questions. Alors, une fois qu'on sait qu'on artificialise, on pourrait se dire, finalement, même si je sais qu'on va perdre une capacité écosystémique et des services écosystémiques, au demeurant, on répond à un d'entre eux, c'est-à-dire l'aménagement. Cependant, ça a d'autres impacts, ça a de réels impacts sur les autres services écosystémiques. Grosso modo, artificialiser, ça veut dire aussi perdre de la biodiversité. Et ça, c'est irréversible à l'échelle de la zone artificialisée. On l'a vu, c'est un problème de réchauffement climatique, notamment en lien avec sa capacité à capter du carbone, mais pas que, en lien tout simplement en créant des zones de chaleur, tout simplement parce que il n'y a plus des phénomènes qui sont rendus par exemple par la végétation, tels que les arbres, avec l'évapotranspiration qui va servir de climatiseur naturel et qui va réguler finalement la température de l'air. Or, à partir du moment où on artificialise, on ne permet plus cette fonctionnalité du sol. Bon, en ce moment c'est d'actualité, l'inondation, bien sûr, à partir du moment où on aura artificialisé, on n'a plus la capacité de gestion hydrique du sol avec toutes les conséquences qu'on peut en voir. Le sol étant un support de nos cultures, à partir du moment où on va artificialiser, sachez qu'il est complètement impossible d'envisager
de remettre une culture céréalière au droit d'un site qui aura accueilli le parking d'un Leclerc. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, on perd aussi notre capacité à tout simplement à nous nourrir. Et également, une amplification de la fracture sociale. On l'oublie, finalement, le sol, à partir du moment où on l'aura artificialisé, du moment où on aura étendu les zones urbaines, on va créer finalement des tensions sociales en lien avec la nécessité ensuite de devoir se déplacer, etc. Et puis tout simplement en lien avec le fait d'avoir un environnement totalement dégradé. Alors ça a conduit quand même, ce constat un peu déplorable finalement, a conduit l'État et l'Europe à engager des actions. Et ça a commencé en 2011 par un arrêt qui dit que finalement on se donne pour objectif en 2050 d'arrêter toute augmentation nette de dégradation des sols. Ça s'est traduit avec un plan de biodiversité en 2018 à l'échelle française qui tend à limiter encore une fois cette consommation de nouveaux espaces et de rendre finalement la nature à l'équivalent au moins à l'équivalent de ce qui a été consommé. Et enfin 2021, la loi climat et résilience qui vient finalement accorder 2 chapitres, ce qui est quand même assez important, au sol et à la gestion et la préservation, la lutte contre l'artificialisation des sols. Ça nous a permis, en tout cas aussi, de fixer des premières définitions dont on n'avait pas, et notamment une première définition qui est celle de la friche. Alors la friche, c'est lié à 2 notions. C'est forcément un bien immeuble qui a été laissé à l'abandon. Donc ça, c'est le premier angle de la définition. Et le deuxième angle, c'est quelque chose que de toute façon, on ne pourra pas réaménager sans réaliser des travaux préalables, c'est-à-dire des travaux de réhabilitation. Donc cette définition qui est issue d'une définition d'un article du Code de l'urbanisme vient de faire l'objet d'un projet de décret qui a fait l'objet d'une consultation récente et qui vient d'être donc entériné. On est venu aussi définir l'artificialisation, donc avec une altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, donc c'est tout ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, qui permet de fixer finalement les objectifs associés à la lutte contre cette artificialisation. À partir du moment où on veut lutter contre quelque chose, il faut a priori, en première approche, le définir. Et enfin, une des solutions étant la renaturation, on y reviendra tout à l'heure, cette renaturation a été définie comme l'inverse finalement de l'artificialisation en venant redonner certaines fonctionnalités écosystémiques au sol par des opérations anthropiques et des travaux associés. Donc tout ça aujourd'hui est codifié dans le Code de l'urbanisme. Ce qui a été aussi réglementé, c'est l'usage. Pourquoi ? Parce qu'en matière de gestion des sites et sols pollués, le premier angle d'attaque, c'est l'usage auquel on destine finalement la friche. Tout simplement parce qu'il est totalement impossible et inenvisageable de dépolluer totalement un sol. Comme je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas redonner toutes les fonctionnalités d'un sol à l'échelle de temps humaine, on ne va pas pouvoir dépolluer au sens de ce que c'est que la pollution, c'est-à-dire l'apport par l'homme d'agents chimiques, biologiques, etc. dans le sol. On ne pourra pas lui rendre son état initial. Ça coûterait trop cher, techniquement c'est pas possible, etc. Donc on va gérer, et ça c'est un des angles d'attaque aussi de la future directive sol, c'est de gérer le sol et l'usage en fonction de l'usage, et donc de dépolluer en fonction de l'usage. Donc on a défini, ça a été défini en termes de différents types d'usages, il y en a 8, industriel, logement, commercial, etc. Et on a un 8e usage qui est l'usage de type renaturation. Donc simplement créer par exemple des poumons verts au sein des villes, etc. Ce qui pourrait être un des services rendus par les anciennes friches. Donc tout ça aujourd'hui est totalement codifié également. J'en viens donc à l'artificialisation et la loi climat et résilience, et donc avec ces objectifs que vous connaissez très certainement, de zéro artificialisation nette, ou de ZAN, avec un objectif de division par 2 de cette artificialisation d'ici 2030 et de 0, conformément aux objectifs européens, d'ici 2050. Alors, tout ça, il a fallu aussi fixer des objectifs, mais également des moyens, et notamment des moyens qui permettent de faciliter la reconversion des friches. Les friches constituant forcément un levier essentiel dans la lutte contre l'artificialisation. C'est-à-dire de lutter contre la facilité, dans le sens de se dire je dois aménager, je ne sais pas moi, un futur commerce,
bah, finalement, il serait plus simple de venir grignoter quelques terres agricoles plutôt que de m'embêter à aller dépolluer le site industriel dont je sais qu'il est forcément dégradé. Donc pour le faciliter, bah, on a contraint la possibilité finalement de venir grignoter les terres agricoles, notamment au travers de différentes études, dans le sens où il faudra prouver qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'il n'y avait pas de friche, ou alors tout simplement que je ne pouvais pas réhabiliter des zones commerciales d'ores et déjà existantes, ou que je ne pouvais pas surélever des bâtiments d'ores et déjà existants. Donc toutes ces solutions devront être envisagées en premier lieu avant de considérer la faisabilité de venir artificialiser un sol. Et si je viens artificialiser un sol, et j'en aurai la possibilité jusqu'en 2050, je devrais compenser à égal sur cette artificialisation. Donc tout ça fait l'objet d'un certain nombre d'articles du Code de l'environnement notamment, qui permettent de favoriser finalement la gestion de ces friches et la reconquête de ces friches. Donc on considère aujourd'hui que finalement la gestion des cités sols pollués au sens de la dépollution est au plein cœur justement du réacteur de cette lutte contre l'artificialisation, mais aussi pour répondre à des besoins structurels tout simples d'aménagement et de gestion de nos villes. Donc il s'agit vraiment aujourd'hui d'une lutte vertueuse, même si on le voit politiquement, c'est complexe aussi, parce qu'on change aussi de modus operandi pour les élus, notamment les élus locaux et les élus ruraux. Donc c'est assez compliqué finalement de se donner les outils, les moyens, les accompagnements structurels, en termes d'ingénierie aussi, pour répondre à ces besoins et ces exigences réglementaires. Autre levier réglementaire qui vient d'apparaître, c'est, là je passe du côté environnement et sur la gestion finalement des anciens sites industriels. Vous savez peut-être que quand un site industriel cesse son activité, il a tout un tas d'opérations à réaliser, notamment des opérations de mise en sécurité, des obligations de réhabilitation, et tout ça prend du temps, ou prenait du temps, voire n'était pas exécuté. C'est pour ça que vous observez sur le territoire un certain nombre de verrues avec des anciennes friches industrielles qui restent là, dégradées, sans usage, etc. Et l'État s'est pourvu d'une loi, la loi ASAP, qui est de l'accélération de l'activité de l'action publique, qui a pour objectif, sur le sujet des cessations d'activité, d'envisager des solutions d'accélération de ces opérations de cessation d'activité, tout simplement pour appuyer sur le double besoin de lutter contre l'artificialisation et de réindustrialisation décarbonée de la France. Donc, où peut-on le mieux réindustrialiser la France que sur les anciennes friches industrielles? D'où l'objectif d'accélérer les choses avec des supports et notamment l'appui de bureaux d'études tels qu'Envisol pour accompagner finalement cette obligation administrative de cessation d'activité. Donc aujourd'hui, des bureaux d'études certifiés tels que le nôtre vont suivre ces cessations d'activité et vont apporter des attestations réglementaires qui apportent la preuve que l'industriel aura répondu à ses obligations de réhabilitation, de mise en sécurité dans le cadre de cette cessation d'activité. Et on accélère tellement les choses que c'est contraint dans le temps, mais en plus de ça, une fois que le dossier est envoyé à l'administration, on a un processus de silence vaut accord. C'est-à-dire, c'est nouveau dans l'environnement. À partir du moment où vous n'avez pas eu de réponse de l'administration sur ce que vous lui avez envoyé comme dossier, ça veut dire que je suis d'accord et j'entérine la cessation d'activité. Donc il y a plusieurs attestations qui encadrent finalement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous avez certaines attestations qui encadrent tout le phasage de la cessation d'activité, de la mise en sécurité, jusqu'à la réalisation des travaux de réhabilitation et de dépollution, au sens de la notion d'usage et donc de la gestion du risque tel que j'ai pu vous l'introduire tout à l'heure. Alors tout ça, c'est bien beau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des objectifs vertueux, un peu tardifs, mais très exigeants dans sa temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 2030-2050, avec de réels enjeux politiques, économiques, et de mon point de vue, moi, bureau d'études, de l'ingénierie. Aujourd'hui, on n'a pas totalement les réponses. Il faut avoir le courage de le lire. On n'a pas totalement les réponses pour pouvoir répondre à l'exigence réglementaire. Et donc, pour répondre à ces freins, en tant qu'ingénieur, on va quand même essayer de trouver des solutions. Et ces solutions-là, on va vous les présenter. Autre point d'attention sur les cités sols pollués, ça a fait un peu l'actualité il y a 2 ans maintenant. Il y a eu une enquête parlementaire menée par la sénatrice Joudra qui
s'est rendu compte finalement qu'il y avait vraiment de grosses problématiques et de gros problèmes dans la gestion des cités sols polluées en France et qu'il fallait absolument se donner des moyens structurels, réglementaires et techniques pour y répondre. Et dernier sujet d'actualité sur la réglementation liée aux friches et à la pollution des sols, la future directive, le projet de directive européenne qui voit enfin le jour avec un projet de directive sur la surveillance et la résilience des sols qui est paru en juillet et qui a fait l'objet d'une consultation qui vient juste de se terminer. Et là, on parle en termes de proposition de gérer la santé des sols, et je vous rappelle l'objectif, c'est 2050. Rendre des sols sains en Europe. Donc pour ça, il faut une définition de la santé des sols, il faut la mise en place de systèmes structurels et homogénéisés à l'échelle européenne de systèmes de surveillance, avec ensuite une gestion durable, parce que ce n'est pas le tout de faire le constat d'une dégradation, il faut aussi préserver l'existant. D'où la nécessité, effectivement, d'étudier toutes les situations rencontrées et de passer dans des situations de gestion vertueuse du foncier et de ses sols. Aucune contrainte pour les propriétaires fonciers, pour les agriculteurs, etc. Ce sont des contraintes uniquement à destination des membres de l'Union européenne et donc des États, avec la nécessité finalement de conduire cette gestion durable et de piloter cette surveillance des sols. On verra comment ça se traduira ensuite en droit français. Donc tout ça montre que sur le plan de l'ingénierie, il faut absolument changer de paradigme et trouver des solutions pérennes dans la gestion des sols. Alors vous le verrez certainement au sein du salon, vous avez, sur le sujet des sols en tout cas, pas mal de spécialités. Vous avez des géotechniciens, vous avez des gens plutôt comme nous qui gèrent la pollution chimique des sols, vous avez peut-être des hydrauliciens, vous avez des bureaux d'études spécialisés en pédologie, écosystème, etc., biodiversité, etc. Donc on a vraiment décloisonné la gestion d'un milieu qui est unique, mais qui lui-même répond de façon transversale à différents services écosystémiques. Donc on se rend compte tout de suite qu'il y a un vrai cloisonnement dans l'approche de la gestion des sols et qu'il faudrait retourner le système vers une approche plutôt systémique et intégrée de cette gestion pour pouvoir répondre aux différents enjeux. En plus, ces différents enjeux amènent parfois à des solutions de gestion qui sont parfois opposées. Donc à un moment donné, il faut quand même pouvoir trouver des solutions qui sont totalement intégrées et qui répondent à l'ensemble des besoins de gestion de ces sols. Si je prends qu'un exemple, la méthodologie nationale cité sols pollués et la norme NFX 31620 qui encadre cette gestion, la première chose qu'on vous dit, c'est que vous traitez de la pollution chimique, mais vous ne traitez surtout pas d'autres sujets tels que le risque pyrotechnique, l'amiante, le risque biologique, les radioéléments, etc. Donc, c'est assez confortable, finalement, pour le bureau d'études de dire « Ah, il y a de l'amiante, c'est pas mon sujet, c'est le sujet du bureau d'études à côté. » Seul problème, c'est que moi, si je veux dépolluer, je vais être confronté à l'amiante, donc à un moment donné, j'aurais quand même dû me poser la question de la présence ou non de l'amiante. Idem pour le risque pyrotechnique, le risque radiologique, les écosystèmes, la biodiversité. Moi, je vais apporter des solutions parfois, en termes de dépollution, qui vont dégrader totalement la biodiversité. Il y a des systèmes de dépollution qui consistent, par exemple, à chauffer le sol. Quand on chauffe le sol, vous imaginez l'impact sur la biodiversité. Vous rendez quelque chose de totalement inerte au sens biologique. D'où la nécessité de répondre aux enjeux réglementaires. Et donc, pour répondre aux enjeux réglementaires, c'est trouver quelque part des leviers qui vont répondre à l'ensemble et à l'intégralité du besoin en termes de requalification de nos friches. Et ça passe forcément par un des concepts assez nouveaux, en tout cas, le concept One Health, une seule santé. C'est-à-dire qu'il va intégrer l'ensemble, pour le sol en tout cas, de ces services rendus à l'environnement, et donc de ce capital, même si j'aime pas trop le terme capital au sens du sol, mais on peut le prendre de ce point de vue-là en tout cas, qui va finalement permettre un certain équilibre de vie et de durabilité finalement de la gestion de ce sol entre la santé de l'environnement, la santé humaine et la santé animale. Tout ça permettant finalement une gestion totalement intégrée avec une innovation. Alors une innovation, vous voyez les objectifs 2030-2050, on n'est pas dans la recherche
de première approche. Là, on est vraiment dans de l'innovation qu'il va falloir appliquer tout de suite. Il faut valoriser les incertitudes, parce qu'on est dans un domaine environnemental et en ingénierie. Pourtant, ce n'est pas forcément facile à concevoir. Et pour autant, les incertitudes doivent être transformées en force en termes de gestion et de décision, pour permettre ensuite de trouver les meilleures des solutions dans la gestion des friches et les plus équilibrées. Donc il va falloir absolument apprendre à travailler avec les incertitudes. Je ne reviendrai pas sur la gestion du Covid, également sur ce sujet-là. Il va falloir surtout faire l'objet de pédagogie et de communication pour justement changer l'approche du sol et de la pollution de quelque chose de négatif vers une solution économique. Ça apporte de l'emploi, ça apporte des solutions, de l'ingénierie, de nouvelles approches, des solutions environnementales, ça répond aux besoins de lutte contre l'artificialisation et ça apporte énormément de choses pour la société d'une manière générale. Tout ça, ça nécessite de mettre tout le monde autour de la table et pas que les ingénieurs, c'est mettre aussi les décideurs, les élus locaux, les architectes, les urbanistes, etc., les spécialistes de l'environnement, autour de la table pour créer des solutions innovantes et intégrées pour permettre justement cette gestion durable des sols et de répondre tout simplement à l'objectif que nous fixe aujourd'hui le législateur. Alors c'est bien de trouver des méthodes, de se dire bon allez on va se mettre à réfléchir, mais en premier lieu il faut disposer d'outils. Alors nous en tant que bureau d'études Cité Sols Pollués, ça fait des années qu'on sait, ça fait plus de 10 ans qu'on sait qu'aujourd'hui les outils tels qu'ils existent ne répondront jamais à l'objectif à venir de la législation et on l'observe, cette législation elle s'accélère. Du coup, on a décidé, en propre, de développer un certain nombre d'outils décisionnels qui facilitent la décision et notamment qui gèrent cette fameuse incertitude. Alexia l'a introduit tout à l'heure. Notre métier, quand on est spécialiste de la pollution, c'est de faire de l'acquisition de données, de traiter la donnée et de traduire cette donnée en outil d'aide à la décision. Et acquérir de la donnée, ça coûte cher. Ça coûte cher, on n'est jamais totalement satisfait parce qu'on n'a jamais totalement une vision complète de la qualité du sol, le sol étant un milieu hétérogène et en plus fermé, non visible. Donc on s'est mis dans l'idée de développer un certain nombre d'outils qu'on va pouvoir vous présenter, des outils qui tiennent à la fois à la caractérisation, à la gestion du risque et à la définition finalement des solutions de gestion. En premier lieu, un premier outil qui a été développé, qui est assez simple d'utilisation, l'outil prédicteur. En fait, il est à destination des investisseurs. Parce que quand on parle forcément de désartificialisation, on parle aussi derrière de gens qui vont mettre de l'argent sur la table pour finalement traiter ce sujet friche et porter des projets d'aménagement. Ce ne sont pas des spécialistes et en général, ils passent toujours par une première phase très en amont de go-no-go associée à l'investissement, au lancement de l'investissement et donc des études associées dans le cadre de cet aménagement. Donc l'outil prédicteur, c'est un outil d'intelligence artificielle. Il permet, en fait, sur une demande simple, de se dire j'ai un foncier, j'ai plusieurs friches dans ce bassin, je souhaiterais orienter mon aménagement vers telle ou telle friche. Eh bien, grâce à des données qui ont été intégrées dans cet outil, grâce à des algorithmes qui ont été intégrés dans cet outil, on arrive à déterminer un risque, et notamment un risque financier, donc des enveloppes financières associées à la gestion de la pollution des sols et de l'aspect dégradé de cette friche vis-à-vis de l'objectif de réaménagement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire très vite, c'est quelques jours, c'est pas très cher, entre 2 ou 3 000 euros, et ça permet finalement de venir désigner des go-no-go avant de se lancer dans des investissements un peu plus lourds, notamment en termes d'études préalables. Donc c'est vraiment un outil prédictif basé sur des algorithmes et on utilise en premier lieu toutes les données d'ores et déjà disponibles dans un certain nombre de bases de données publiques, mais également au sein de notre base de données, nous, bureau d'études, sur nos retours d'expérience associés à la gestion de sites similaires. C'est un outil, je ne l'ai pas dit, qui a été développé avec Systra, donc qui intervient notamment dans l'accompagnement de ces opérateurs de requalification. Donc on va pouvoir prédire plein de choses qui vont nous permettre, au travers d'un algorithme, de définir le coût de gestion et de gestion de cette réhabilitation.
notamment en lien avec la superficie, l'historique du site, son environnement, notamment la géologie, l'hydrogéologie, la sensibilité des usages environnants au site qui va être prise en compte, etc. Donc on a un certain nombre de sujets qui sont traités et qui permettent ensuite de spatialiser les coûts, de voir si c'est adapté en fonction de la situation propre à la friche et de permettre ensuite à l'investisseur de se lancer ou non en termes de go-no-go dans l'investissement et dans une étude de fiabilité plus approfondie. Donc c'est un rendu, on peut avoir un rendu avec des zonages, hein, si on s'intéresse à plusieurs friches. Après on peut s'intéresser qu'à une seule friche, mais on peut s'intéresser à plusieurs et finalement classer ces friches en fonction du risque associé à la dépollution. Je vous parlais finalement d'intégrer de la donnée dans notre outil d'aide à des décisions. Et généralement, quand vous demandez à un bureau d'études si tu es sol pollué de vous faire un diagnostic, il va venir sur site avec sa foreuse, il va faire des prélèvements de sol par exemple, il va envoyer les échantillons au laboratoire, ça va prendre 15 jours, 3 semaines, vous allez avoir un rapport qui vous dit qu'il va falloir y retourner parce que finalement, ce qu'il a trouvé, ça nécessite d'être dimensionné, etc. Enfin bon. Et ça coûte cher. Une analyse d'un échantillon de sol, avec le sondage compris, c'est autour de 300 € minimum. Donc comme il en faut des dizaines et des dizaines sur un terrain, il faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire un bon diagnostic sur une friche. Et ça prend du temps. Et le temps, quand on est investisseur, ça pose quelques difficultés. D'où l'idée finalement d'essayer de venir le minimum de fois possible sur le terrain avec un maximum de données. Donc on a développé un outil qui s'appelle Scan 360 qui intègre un laboratoire mobile, qui intègre des solutions terrain d'analyse pour se passer d'une partie des analyses laboratoires. Sachant que peut-être que vous ne le savez pas, mais une analyse laboratoire, c'est très incertain. C'est-à-dire que quand j'ai un résultat d'analyse en hydrocarbures, par exemple sur un échantillon de sol, sachez que la réalité, elle se situe à plus ou moins 100% minimum. Donc quand je dis que j'ai 10 mg, j'ai autour de 5 à 15 mg. C'est à peu près la situation que je connais. Donc les solutions de terrain, elles sont tout à fait aussi probantes en termes de résultats. Et donc elles sont aussi à privilégier en termes de gestion de l'outil et de la décision. Alexia vous présentera quelque chose qui permet ensuite de mettre en perspective ce que je vous raconte. Un autre sujet dans le traitement de la donnée, c'est le traitement statistique. À partir du moment où on n'a pas pu faire une analyse de tous les mètres carrés, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de prédire aussi, statistiquement, finalement, la situation de la pollution. Et on va arriver finalement à une cartographie 3D de la pollution, justement pour sécuriser ensuite financièrement, mais aussi juridiquement, les solutions de réhabilitation. Donc ça, c'est un outil qui a été développé aussi par Envisol et qui permet aussi, on le conçoit, c'est très technique, pas mal, la plupart des bureaux d'études ne disposent pas de la compétence en géostatistique, donc c'est des outils qu'on met à disposition d'autres bureaux d'études pour leur permettre d'aborder ce traitement de données sous la forme géostatistique. Et dernier outil que je voulais vous présenter, c'est un outil d'évaluation de risque. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on va gérer une friche en fonction du risque, et donc il va falloir évaluer ce risque. Pour évaluer ce risque, on a développé un outil qui s'appelle EnviRisque, qui permet de cartographier les risques. Je veux faire une habitation ici, je veux faire un logement ici, je veux faire un commerce ici, etc. Et ça va permettre, sur la base des données géostatistiques, notamment, de spatialiser le risque et finalement de prendre les meilleures décisions, notamment en termes d'aménagement. Et c'est là où je disais qu'il va falloir mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de présenter au bureau d'études la seule solution de plan de masse d'aménagement tel que je l'ai envisagé, mais c'est plutôt d'intégrer le bureau d'études qui a la gestion de la pollution, de la biodiversité, etc., au sein de la cellule décisionnelle pour justement adapter le projet à la situation de dégradation du foncier et non pas le contraire. Parce que le contraire, c'est toujours possible. Ça coûte très cher. Et ça prend du temps. Donc voilà, vous avez une présentation sous forme de cartographie, ça facilite. Pas besoin d'être totalement spécialisé dans le domaine du risque sanitaire pour prendre des décisions au regard des résultats qui sont présentés. Je passe. Tout ça apportant vraiment une nouvelle révolution dans la gestion du risque sanitaire sur les friches. Dernier sujet que je souhaitais évoquer, c'est finalement l'intégration aussi
de la biodiversité et de la gestion des écosystèmes dans la gestion de la dégradation des friches et de la réhabilitation. Je l'introduisais tout à l'heure aussi, c'est que vous avez parfois des solutions antinomiques entre les sujets de pollution des sols, les sujets écosystémiques, les sujets de préservation de la biodiversité. D'où la nécessité d'intégrer ces sujets au stade de l'étude, y compris de l'étude de dépollution. Et pour ça, on a développé tout un tas de packages de solutions qui permettent des études spécialisées associées à la gestion des écosystèmes, notamment, par exemple, ce qu'on appelle du biomonitoring, c'est-à-dire de vérifier le transfert éventuel de polluants des sols vers les végétaux ou vers les animaux, pour évaluer finalement la meilleure des solutions associées au redéveloppement de la biodiversité locale. L'idée, ce n'est pas de recréer une nouvelle biodiversité, mais c'est bien sûr de favoriser le redéveloppement de la biodiversité en place. Donc on va intégrer tous ces éléments et on va faire aussi des études de risque pour les écosystèmes. Et on va gérer de la même façon pour avoir finalement ce principe, de répondre à ce principe vertueux de gestion durable du foncier et des sols et de permettre finalement le redéveloppement de ces friches en termes notamment de renaturation. Parce qu'on ne va pas reposer que des bâtiments, on va aussi poser des zones végétalisées, etc. et répondre à ce besoin de biodiversité en ville. Et donc tous ces tests sont aujourd'hui développés. Le problème, c'est qu'on avait tout un tas de start-up, on va dire en France, qui étaient en compétence et qui savaient répondre à ces tests nécessaires à répondre à nos besoins. Le problème, c'était pas structuré, c'était pas industrialisé au sens de la réponse à apporter aux enjeux réglementaires que je vous ai présentés. D'où la nécessité de fluidifier, de faciliter l'accès à ces tests et surtout d'intégrer ces tests à tous les autres sujets, notamment au sujet de pollution. Donc on va intégrer des tests d'écotoxicité, des tests de bioaccessibilité, de transfert, etc. dans la gestion de ces diagnostics. Et donc, juste pour finir, un dernier slide qui montre un des tests qui est fait pour le côté site, on va dire. Tout simplement, on encache des escargots sur le site, on les laisse plusieurs semaines. On regarde s'il y a eu un transfert dans les escargots et ensuite, malheureusement, on sacrifie les escargots et pour les analyser et voir finalement si on a vu un transfert. Juste pour en finir sur ce petit catalogue entre guillemets des solutions, c'est pas que ce catalogue, vous avez compris, il faut en finir avec la sainte litanie des diagnostiqueurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je désigne une friche comme étant finalement un milieu susceptible de porter un projet d'aménagement, il ne faut absolument pas cocher des cases de diagnostic telles qu'on va faire le DPE, etc. quand on achète un appartement. C'est non, c'est intégrer un diagnostic intégré qui répond à tous les enjeux associés à la requalification de la friche et ensuite porter ce diagnostic comme un véritable outil d'aide à la décision et un diagnostic qui va faciliter l'opération de requalification et ainsi répondre finalement aux réglementations qui vous ont été introduites. Je passe la parole à Alexia qui va mettre ça en musique. Bon, je vais faire vite parce qu'il a explosé le planning. Donc comme Stéphane vous l'a expliqué, donc en Vissol, on a développé un outil qu'on appelle le Scan 360. Donc l'objectif, en fait, c'est de limiter les itérations, d'essayer d'aller le moins possible sur le site, d'emmener un maximum d'outils qui nous permettent de caractériser. Donc ça peut être un laboratoire mobile avec une chromatographie, ça peut être des petites scanettes en fait, qui nous permettent d'avoir une estimation de la concentration en métaux ou en hydrocarbures. Et tout ça, en fait, on le traite par méthode géostatistique en direct pour en fait dimensionner en temps réel la pollution et limiter les itérations et également limiter l'impact carbone de l'opération. Parce que déjà, on consomme moins d'essence et de gasoil en lien avec les machines. Et puis également, au laboratoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisation de produits chimiques et l'envoi parfois des échantillons dans d'autres pays comme aux Pays-Bas, c'est pas forcément très écolo. Donc là, je vais vous présenter un cas pratique. Donc l'objectif, en fait, c'était sur une friche de délimiter un impact en hydrocarbures le plus rapidement possible. Et donc en fait, on a déployé des outils, alors ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais de l'hyperspectral et par fluorescence pour quantifier en fait ces hydrocarbures. Donc ça bug. Donc
Pour mettre en œuvre ce scan, bien entendu, il y a quand même une phase de calibration parce que, en fait, chaque site est spécifique, comme Stéphane vous l'a indiqué. Donc, on doit calibrer au regard de la lithologie, donc du type de sol, mais également du type d'hydrocarbures, parce qu'en fonction de l'industriel qui a exploité, c'est pas forcément les mêmes traceurs et les mêmes types de produits. Donc, on passe par une phase de calibration. Donc là, on envoie quand même au laboratoire, on compare nos résultats avec les laboratoires qui sont COFRAC. On va sur le terrain, on fait des forages. Alors bien sûr, comme vous voyez sur la photo là, on se protège parce qu'on va rechercher de la pollution. Et puis on échantillonne et on récupère nos spectres. Alors moi, je ne sais pas les lire, donc on a des spécialistes qui sont sur le site et qui, via leurs outils et via aussi de l'intelligence artificielle, en fait, arrivent à vous dire, là, c'est du fluorantène et la concentration estimée, elle est de temps. Donc sur les outils, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, on a dû coupler en fait deux technologies, la technologie Luciole et l'hyperspectrale. En gros, il y en a un qui permet de savoir à peu près quel type de produit on a, et l'autre qui permet de le quantifier. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est du machine learning. Il y a toute de l'intelligence artificielle qui permet de comprendre les spectres. Et donc, en fait, au fur et à mesure qu'on acquiert des données terrain, en fait, on arrive avec des modèles géostatistiques, à identifier le panache, en fait, et à savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce que l'incertitude est jugée acceptable pour le maître d'ouvrage, pour qu'il prenne la décision et qu'on puisse se dire ma masse de polluants, en fait, elle est localisée dans cette zone. Donc on fait tout un tas de simulations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en gros, en une semaine de terrain, on a acquis environ 200 données qu'on a interprétées en direct. Alors il y avait beaucoup de monde sur le site, il y avait des foreurs, il y avait une personne par outil, plus des géostatisticiens. Mais en une semaine, on a pu, en tout cas, délimiter le panache et intégrer aussi la géole, puisque en fonction, si vous avez des argiles ou des sables, votre pollution, elle ne va pas migrer de la même manière. Donc ça, c'est important. Je laisse Stéphane conclure. J'ai fait vite. Oui, merci. En conclusion, juste certains concepts qui sont nécessaires et qui sont, que vous l'avez compris, des concepts d'amélioration, notamment dans la capacité à décider rapidement, mais décider de façon certaine, équilibrée, et répondre à ses objectifs réglementaires, financiers, stratégiques, etc. Et en tout cas, décisionnel aussi au niveau des décideurs locaux, c'est-à-dire avec des objectifs aussi de pédagogie, d'accompagnement structurel. C'est aussi pour ça qu'on mène des actions de formation et d'accompagnement des élus pour justement leur faire comprendre qu'il est tout à fait possible et raisonnable d'envisager de limiter finalement contre cette artificialisation, tout en aménagement et en donnant une nouvelle vie finalement aux friches qu'ils avaient peut-être un peu trop vite oubliées dans le cadre de leur gestion. Donc du coup, tous ces objectifs, ils sont ici, c'est finalement d'obtenir un certain nombre d'outils intégrés avec l'ensemble des compétences associées au sein d'un unique prestataire qui vous permettra finalement de répondre et qui permettra à l'aménageur, aux décideurs, aux politiques, etc., de répondre aux objectifs contraints pour certains, ils le prennent comme une réelle contrainte, de lutte contre l'artificialisation des sols. Voilà, on est un tout petit peu plus long que prévu. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, on a 5 minutes pour le faire. Non, ça marche pas. 1, 2, 1, 2. Oui, merci. Oui, juste une petite question. À un moment donné, vous avez parlé de SSD et je n'ai pas compris ce dont il s'agissait. SSP. Ou SSP, pardon. Ah, SSP, excusez-moi, oui. c'est un acronyme, ça veut dire Sites et sols pollués. C'est en fait justement le domaine de la gestion des pollutions. C'est un acronyme que j'espère qui va évoluer dans les prochains mois rapidement parce qu'on ne gère pas que la pollution des sites, on gère leur aspect dégradé global
et justement en réponse avec des solutions intégrées. Et juste aussi confirmer ce que vous avez dit à un moment donné, nous on est élus locaux, et par rapport à ces réglementations qui arrivent à toute vitesse avec des délais qui sont très courts, en particulier pour ce qui concerne les zones d'artificialisation nette, qui nous imposent des contraintes qui sont très très compliquées à mettre en œuvre comme ça dans les délais qui sont impartis, quoi. On en a tout à fait conscience, vous l'avez compris dans notre discours, hein. Alors nous, on n'a pas toutes les réponses à l'ensemble des enjeux associés à cette ZAN. Par contre, on a l'espoir, en tout cas on a la volonté d'apporter des réponses techniques, hein, et avec des solutions qui sont susceptibles de répondre à ces exigences, notamment financièrement, etc. D'où l'accompagnement nécessaire et les discussions à avoir sur ce sujet. Oui, encore une chose, c'est qu'il y a un équilibre qui est compliqué à trouver. Nous, on est sur une commune qui est à peu près à 30 km là, au sud-sud-ouest de Toulouse. Et il y a une pression démographique qui est importante, hein. Vous le savez, c'est la deuxième couronne, ce qu'on appelle les communes suburbaines. Et donc le problème, c'est à la fois la désartificialisation et en même temps l'accroissement de population qui nécessite la construction de logements. Et donc là, c'est compliqué de trouver un équilibre à ce niveau-là par rapport à ces objectifs qui sont effectivement tout à fait réels et importants, quoi. Alors, je vais répondre, je vais changer de casquette, hein. Mon expérience particulière sur la gestion d'une commune également, où on part sur des solutions, alors sur les friches, hein, on avait quelques friches sur lesquelles il y a eu des actions de menée et des actions en cours, notamment avec des établissements publics fonciers qui ont porté le foncier en intermédiaire. Mais au-delà de ça, il y a des discussions locales avec l'ensemble de la population, avec des solutions notamment de densification passive. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait des parcelles relativement étendues, avec la possibilité et l'engagement pris par un certain nombre de populations de venir séparer finalement leurs parcelles, et on facilite ces solutions-là avec une densification finalement de l'habitat, qui est relativement raisonnable, hein, quand même, hein. Voilà. D'autres questions? Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Peut-être à bientôt.